Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TM1. Nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de l'actu en débat, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. FOCAT 2024, un partenariat plus renforcé entre le Mali et la Chine. Mine, quelle plus-value pour la société SOREM, la société de recherche et d'exploitation de ressources minérales créée par l'État en 2022. Et enfin, nous partirons à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, pour parler des radios qui ont été sommées de se mettre en règle. Nous débattons de ces trois thèmes avec nos invités. Nous avons Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Youssouf Sissoko, également journaliste et directeur de publication du journal La Tenance. Monsieur, bonsoir. 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 Une fois de plus, merci d'avoir répondu favorable à notre invitation. Merci. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'actu en débat. Alors, le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, en abréviation FOCAP, ouvre ses portes aujourd'hui même à Beijing, en Chine, et prendra fin le 6 septembre prochain. Ce forum intervient dans un contexte international particulièrement très tendu, compte tenu des différentes crises sur le continent et dans le monde. Ce forum aussi sera l'occasion pour la Chine et le Mali, bien sûr, avec la présence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui fait son deuxième déplacement en tant que chef d'État, après celui de la Russie, à ce sommet. Alors, ma première question, que représente pour vous la présence malienne à ce forum, Monsieur Kalambiri? Oui, deux choses. D'abord, je pense que, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que le président sort. Mais en temps, il y a eu beaucoup de sommets, partenariats Afrique avec d'autres structures, d'autres institutions auxquelles nous n'avons pas participé au niveau de représentation que nous avons aujourd'hui en Chine. Or, dans les relations internationales, c'est ce qui se fait sans vous se fait contre vous. Ça, c'est vraiment trivial et une vérité de tous les jours. Donc, nous avons raté beaucoup d'occasions. Le fait que cette fois-ci, le président accepte d'aller est déjà une bonne chose. Et deuxièmement, ça donne plus d'ouverture parce que nous donnions l'impression d'une nation qui se fermait au monde, qui se fermait à tout le monde. Au moins déjà, nous voyons déjà qu'avec ça, c'est une ouverture, ne serait-ce que sur la Chine, qui est quand même un pays, certes dit émergent, mais en réalité qui est porteur d'espoir pour nous, en ce sens que la Chine finance énormément les infrastructures, finance énormément beaucoup de choses. Donc oui, le fait que le président se rende en Chine à FOCAT 9e du genre, c'est une bonne chose et c'est certainement bien pour nous. Alors, M. Sissoko, justement sur la même question, quelle plus-value pour cette présence malienne en Chine? Oui, avant de répondre à votre question, il faut quand même rappeler, le doyen l'a effleuré, il faut rappeler à notre spectateur que ce forum est le 9e du char, et qui se tenait alternativement, soit en Chine ou dans un pays. Et le dernier, avant ce sommet-là, a eu lieu à Dakar en 2021, donc tous les 3 ans. Et la Chine, en tout cas, réunit tous les chefs d'État africains pour échanger avec eux et essayer de tisser des partenariats économiques et financiers, en tout cas qui rentrent dans le cadre du développement. Bon, c'est vrai, comme le doyen l'a si bien dit, c'est une très bonne chose parce que, comme il l'a si bien dit, ça va permettre en tout cas au Mali de sortir en tout cas de l'autarcie. De l'autarcie, c'est vrai qu'on dira que la Chine est un partenaire, tout comme la Russie. Mais je crois que le fait que le président sorte, en tout cas pour aller participer à ce sommet-là, c'est une très bonne chose. Surtout que quand regarde les différentes conventions qui ont été signées entre le Mali et certaines entreprises chinoises, je crois que tout porte à croire que ce sommet là-bas est très rentable pour le pays. Puisqu'il a rappelé, la Chine contribue beaucoup, en tout cas dans la réalisation des infrastructures et même en termes d'aide et de dette aussi. Parce qu'il faut le rappeler, la Chine, c'est pas seulement le Mali, mais tous les pays africains pratiquement
contracte de dette avec la Chine. Et d'ailleurs, il sera même question au cours de ce sommet-là de parler de cette dette-là et voir dans quelle mesure, en tout cas, elle peut être allégée pour permettre, en tout cas, ces pays africains-là, qui sont des pays, en tout cas, sous-développés, qu'ils puissent amorcer véritablement leur développement. Donc, je crois que le partenariat avec la Chine, c'est une très bonne chose parce que la Chine, elle ne se préoccupe pas de certains aspects, comme certaines puissances, en tout cas, le font. Et la Chine, elle est très peu regardant, en tout cas, vis-à-vis des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, ce qui est quand même une bonne chose, c'est pourquoi d'ailleurs tout le monde pouvait, en tout cas, participer à ce sommet-là, à ce forum-là. Donc je pense, encore une fois de plus, que c'est une très bonne chose pour le Mali. Justement, en marge à ce sommet, le président Assimi Goïta a déjà signé plusieurs conventions. Il a visité les sociétés militaires qui fabriquent des armes. Et hier, il y a eu cette convention avec la société Huawei dans le cadre de la digitalisation de l'administration malienne. Ce qu'on peut dire déjà qu'avec, comme vous l'avez dit, avec cette présence du colonel Assimi Goïta, on voit déjà qu'il y a des retombées. On ne peut pas dire qu'il y a des retombées parce que ce n'est pas une première. Vous savez, la Chine a mis en place ce qu'elle a appelé un programme qui s'appelle la nouvelle route de la soie. Et dans ce cadre, effectivement, nous avons eu à signer beaucoup de conventions. Je pense que il faut peut-être qu'au niveau de l'État du Mali, qu'on voit la diligence de l'administration. Vous savez, le président Ibeka, paix à son âme, a fait une visite d'État en Chine où on a signé même jusqu'à la construction du chemin de fer Bamako-Conakry, parmi plein d'autres projets dont aucun n'a vu le jour. Avant Ibeka, il y en a eu d'autres. Donc, ce que je veux dire, il y a une mer entre les conventions d'intention et les réalisations. Souvent, la célérité manque au niveau de notre administration. Donc, on ne peut vraiment pas se réjouir du fait qu'une convention a été signée, chat échaudé craint l'eau froide, parce qu'on a vu de par le passé des conventions qui ont suscité l'enthousiasme, mais qui aujourd'hui dont on ne parle plus. Donc oui, c'est une bonne chose de signer, mais vivement la concrétisation. Monsieur Sissoko, faudra-t-il concrétiser toutes ces conventions pour que vraiment le Mali puisse se positionner dans le Conseil des Nations? C'est le souhait de tout Malien, parce que vous savez quand même que le Mali traverse une crise multidimensionnelle. Et une crise, si vous voulez bien, liée peut-être au sous-développement, etc., etc. Donc la Chine étant en tout cas un pays, comme il a si bien dit, émergent, un pays qui a véritablement amorcé en tout cas son développement, peut être très utile pour le Mali. Mais comme il a si bien dit, effectivement, nous avons en tout cas un mauvais souvenir dans ce sens. C'est le cas d'Ibeka, où il a signé des conventions qui s'élevaient jusqu'à 5 000 milliards d'investissements au Mali. Mais jusqu'à sa chute, en tout cas, aucun de ces projets-là n'a vu le jour. Donc, mais peut-être on ose espérer qu'avec les nouvelles autorités, je crois que les lignes vont bouger. En tout cas, nous osons espérer que ces conventions qui ont été signées vont voir le jour, vont en tout cas pouvoir se réaliser au Mali, au grand bonheur du peuple malien. Au grand bonheur du peuple malien, justement, pour refermer ce chapitre, une des fortes délégations maliennes est vraiment à ce rendez-vous avec des opérateurs économiques. On peut dire que FOCAS sera une opportunité pour vraiment cette délégation malienne de nouer des relations et vraiment essayer de fortifier cette route, la liaison Mali et les pays, le reste du pays, le reste du monde. Bien sûr, c'est cela. En fait, c'est même fait pour ça, pas seulement le Mali, tous les pays africains qui ont participé à ce forum-là sont allés avec des très fortes délégations dans les domaines en tout cas divers et variés. Donc moi je pense que les opérateurs économiques, je ne sais pas sur la base de quels critères ils ont été choisis, parce que bon, d'après mes petites investigations, apparemment les structures qui sont quand même habilitées à désigner des gens pour aller participer n'ont pas été consultées d'après ce qu'on m'a dit. Donc j'ose quand même espérer que ceux qui ont eu la chance d'aller pourront quand même signer de bonnes conventions avec les sociétés chinoises et que ça puisse profiter au Mali. Alors, on peut avoir beaucoup de retombées positives pour le pays. Je vais vous dire un peu, je vais essayer de retracer le processus. Vous savez, vous avez des institutions internationales qui produisent des notes sur tous les pays où ils tiennent compte
du climat des affaires, des lois, de la démocratie, des conditions d'alternance, du respect par l'État de ses signatures. Vous avez aucun homme d'affaires, aucun investisseur, aucun pays, quels que soient vos liens, ne fait fi de ces critères-là. Vous avez des entreprises comme Moody's, vous avez d'autres sociétés qui ont des critères de notation. Et je veux dire que si on tient compte des critères de notation, nous ne sommes pas les mieux lotis aujourd'hui. Parce que l'État nie très souvent sa signature, ne respecte pas ses délais par rapport à des choses, les lois changent tout le temps. On a à balayer devant notre porte avant que beaucoup de choses ne réussissent. C'est-à-dire, sur le plan politique, on va peut-être nos sourires, serrer des mains, mais la concrétisation va être autre chose. Donc oui, il y a un effort que nous devons faire sur nous avant d'avoir pour les autres. D'accord, justement, on attend que ce sommet qui prend fin d'ici le 7, on verra les retombées pour le Mali. Alors, nous allons prendre notre deuxième thème qui est l'État avec la création en 2022. L'État malien a créé la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales, en abréviation SOREM. Une société qui va s'impliquer dans l'exploitation de ses propres ressources minérales. Et à noter que cette société est une société d'État à capital d'État détenue à 100% par l'État malien. Alors, M. Kalambiri, on peut dire que l'État veut changer la donne au niveau de l'extraction minière au Mali. Non, en fait, il le fallait. Vous savez, ce qui coûte extrêmement cher, c'est la recherche et les prospections. Oui, pendant longtemps, l'État du Mali avait la SONAREM qui avait quand même pu cartographier et prouver l'existence de beaucoup de minéraux dans notre sous-sol. Mais l'exploitation est une autre nouvelle donne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent aujourd'hui une volonté politique affichée de revenir à des fondamentaux. Oui, il n'y a aucun major au Mali. L'orpaillage est en train de gangréner beaucoup de domaines, mais également l'or et nos ressources minières ne profitaient véritablement pas au Mali. C'est-à-dire le tout n'est pas qu'est-ce qui était payé à l'État comme dividende, comme impôts et taxes, mais les ressources minières font vivre vraiment les populations. Alors à ce niveau, c'est qu'il faut surtout saluer, en plus de cette société, c'est la nouvelle loi sur le contenu local. L'État a pris une loi qui va obliger les sociétés minières à utiliser les PME, PMI maliennes comme sous-traitants pour la restauration, pour, disons, les transports, pour tout ce que vous voulez. Tout ça nous échappait parce que si vous regardez les chiffres, oui, c'était exploité ici, on paye les impôts et taxes, mais toute la sous-traitance et même l'assurance vient d'ailleurs. Donc oui, c'est un bon début. On espère seulement que l'État va jouer toute sa partition et surtout va rester regardant sur toute la procédure pour que la donne change réellement. M. Sissoko, oui, c'est la SOREM qui existe et qui aussi se lance dans la cour des grands. Bon, en fait, l'initiative est très bonne. L'initiative est bonne parce qu'il était temps quand même que l'or commence à briller véritablement pour le pays. Et comme il a si bien dit, nous sommes pour l'instant dans le cadre de la recherche. Peut-être que pour l'exploitation, ça va faire l'objet en tout cas d'une autre étape. Mais pour l'instant, moi je crois que c'est une très bonne chose parce que ça permet au moins à l'État de savoir réellement ce qui se passe en tout cas dans ce domaine-là. Et que surtout qu'il y a eu d'abord avant ça, il y a eu l'élaboration d'un nouveau code minier. Et ce code minier en tout cas permet aujourd'hui à l'État d'avoir un pourcentage beaucoup plus élevé que par le passé. Donc je crois qu'en tant que tel, c'est une très bonne chose. Maintenant, ma seule inquiétude est que, oui, créer une société est une étape,
Alors faire fonctionner véritablement cette société aussi en est une autre, parce que généralement au Mali c'est quoi? C'est qu'il y a une telle complaisance qu'on crée les sociétés, mais au lieu de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que la société puisse véritablement être rentable pour le pays, c'est tout le contraire qu'on voit souvent. Donc les initiatives peuvent être bonnes, les idées peuvent être bonnes, mais leur concrétisation souvent pose problème. Mais j'ose en tout cas espérer encore une fois de plus qu'avec en tout cas cette nouvelle donne et avec cette volonté affirmée de la part de nos autorités de pouvoir en tout cas s'impliquer véritablement dans ce domaine, je pense que c'est une très bonne chose et c'est à saluer. Alors c'est une très bonne chose et justement cette société a déjà eu un permis qui est au niveau de la région de Gao, en Tahaka. Alors ça couvre une superficie de 97,41 km², ce qui veut dire que déjà l'État est en train de vouloir faire viser maintenant la richesse du Nord. Oui, en fait, vous savez, il a été prouvé depuis longtemps la présence de beaucoup de substances minérales un peu partout au Mali. Maintenant, l'autre avantage que nous avons avec cette société, vous savez comment les majors faisaient, c'est la même société que vous allez trouver, la même société australienne au Mali, au Bangladesh, au Venezuela, en Corée, ainsi de suite, mais elle ne va pas faire de l'exploitation pour briser ses marges sur le marché international. Donc elle va faire en sorte que, bon, je finis d'abord avec c'est quand les ressources je sais pas, du Niger vont s'amenuiser que je vais faire une déclaration pour dire on a découvert au Mali, ainsi de suite. Dans la sous-région, nous avions comme seul pays pétrolier la Côte d'Ivoire. Le Sénégal vient de l'avoir, le Niger là. Il est évident que nous avons du pétrole, mais tant que c'est les mêmes sociétés internationales, elles ne vont pas exploiter. Parce que si elles exploitent, ça veut dire qu'il y aura peut-être un surplus sur le marché international, peut-être que ça fera moins de marge pour eux. Donc, en créant notre propre société, nous décidons quand exploiter. Et l'autre avantage, oui, le nord du Mali est défavorisé en termes d'investissement, en termes d'offres d'emploi, en termes de création de richesses, tout simplement. Donc, oui, en parvenant à investir sur place, déjà, je présume que, comme je l'avais dit, les premières sociétés qui ont existé au Mali ont cartographié et révélé des indices à des endroits. Donc je présume que la nouvelle société travaille sur les données de la SONAREM et que certainement ça ne va plus traîner à ce niveau. Sans compter que vous avez vu Eni, des Italiens, la Sonatrach de l'Algérie qui avait également travaillé dans la zone. Donc il est presque certain que ça ne va pas tarder. Alors, on peut dire que l'espoir est né pour la région du Nord avec d'abord cette première expérience. Oui, on peut peut-être espérer que, en tout cas, ça va profiter carrément aux populations du Nord, aux populations maliennes de façon générale, parce qu'il faut reconnaître quand même que le Nord, comme il a si bien dit, est très défavorisé en termes d'infrastructures. Et j'ai eu la chance, en tout cas, de visiter toute la région de Kidal en 2011-2012. Mais je vous avoue que franchement, c'est pourquoi souvent je me dis qu'il y a peut-être une certaine logique, en tout cas dans ce qu'ils revendiquaient souvent. Mais bon, de là à prendre les armes, peut-être qu'il faut condamner cela. Donc je pense que c'est une très bonne chose, parce que le Nord, franchement, c'est l'avenir du Mali. Le Nord regorge d'énormes, en tout cas, ressources énergétiques, minérales, minières, etc., etc. Donc moi je pense qu'avec la création de cette société, on peut peut-être espérer que, voilà, et que, en tout cas, quand les travaux vont démarrer d'exploitation et tout, moi je pense qu'il y a bon espoir que les populations du Nord, en tout cas, puissent sortir de leur léthargie, de leur sous-développement et de leur misère, tout simplement. L'espoir est permis, donc nous pouvons que souhaiter bon vent à la SONAREM pour qu'elle puisse vraiment être à la hauteur. Comme le disait l'autre, une chose est de créer, une autre chose est de se faire valoir sur le terrain. Alors, notre dernier point, nous allons partir à la haute autorité de la communication, la HAC, qui s'est réunie le lundi 2 septembre et elle a mis en garde certaines radios. Alors, au cours de ce point de presse,
Et selon la HAC, 53 radios n'ont pas encore finalisé la procédure de mise à niveau au niveau de cette institution, d'où la HAC veut sévir. Alors, plus de combien d'années que ces radios existent, et on trouve que chaque fois, il y a des radios qui ne sont pas en règle, mais malgré cela, ils ne sont ni inquiétés, ils commencent à émettre, sachant bien que la presse aujourd'hui, c'est un milieu qui est très très fragile et très sceptique, il faut se méfier, car cela peut dégénérer en tout. Et alors, on peut dire que la HAC veut maintenant essayer d'assainir un peu ce secteur? Maintenant, pour moi, la HAC met la charrue avant le bœuf. L'État doit aux médias. La HAC doit se battre pour que les radios soient dans leurs droits, en ce sens qu'il y ait l'aide à la presse, qu'il y ait un environnement assaini, qu'il y ait les conditions d'exercice et tout. Prenez seulement les radios. La loi est très claire sur la typologie. Qu'est-ce qu'une radio confessionnelle peut faire, qu'est-ce qu'une radio commerciale peut faire, c'est pas respecté, la HAC n'en parle pas. Je pense que la HAC doit commencer à faire en sorte que l'État soit en règle avec les radios. En ce moment, elle a toute la légitimité qu'il faut pour sévir comme il faut. Parce que je présume qu'une radio qui émet a quand même fait des démarches. Je vois difficilement quelqu'un se lever, ouvrir une radio sans papier. Maintenant, qui a fauté? La radio est le point final. Avant ça, il y a toute une chaîne qu'il faut voir, qu'il faut assainir, qu'il faut à la limite sanctionner. Donc oui, c'est un gros travail à faire. C'est indispensable d'assainir, de mettre l'ordre, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais commençons à faire en sorte que l'État joue sa partition. Alors, Sissoko, qu'est-ce que vous en pensez? Non, en fait, la HAC doit avoir le bâton et la carotte. J'ai comme l'impression qu'elle a seulement le bâton. Elle a le bâton et elle veut sévir contre, en tout cas, les radios qui ne sont pas en règle. C'est vrai qu'il faut quand même demander aux médias aussi de se mettre en règle, parce que ça, c'est la moindre des choses. Mais comme il a si bien dit, le Mali traverse quand même une crise grave, tant financière que sociale peut-être, et les radios ont un rôle en tout cas capital à jouer dans ce sens. Donc alors vouloir fermer une radio, c'est vrai, quand elle n'est pas en règle, c'est ce que prévoit la loi, mais en fait moi je voudrais que la HAC s'implique d'abord, comme il a si bien dit, pour que ces radios-là puissent en tout cas entrer en possession de tous leurs droits, avant d'exiger en tout cas d'elle de devoir. Et je pense qu'à ce niveau-là, la HAC est en train en tout cas pour nous autres de la presse, on n'a pas une très bonne presse de la HAC, parce que j'ai comme l'impression souvent qu'elle joue souvent un rôle politique au lieu de jouer le rôle de régulation et en tout cas de pédagogique, si vous voulez bien. Donc je crois que c'est là où peut-être que imaginez qu'on demande en tout cas aux radios de ne même plus faire de publicité, et c'est à travers les publicités sur les médicaments. C'est vrai, c'est une loi qui prohibe déjà cela, mais je dis, les radios vivent souvent de ces publicités-là. Donc alors quand vous empêchez les radios d'avoir en tout cas des ressources dans ce domaine-là, et vous leur exigez en tout cas de se mettre à jour, et je crois que c'est là où j'ai dit que la HAC doit avoir le bâton et la carotte, et elle doit jouer un rôle plus pédagogique que de gendarme. Alors justement, en parlant de la publicité, que la HAC a effectivement parlé du cas des médicaments, vous ne pensez pas qu'ils ont raison? Parce qu'avec les radios aussi, des fois on fait des publicités de certains produits qui laissent à désirer. Peut-être qu'il faut moraliser un peu ce domaine-là, puisque c'est le domaine plus pourvoyeur de ressources pour les radios. Donc alors si vous mettez fin à cela, donc c'est comme si vous diminuez les ressources, en tout cas les revenus des différentes radios. Et c'est ce qu'il faut peut-être éviter. Ou à lieu et place en tout cas de ces médicaments-là, il faut leur donner en tout cas un autre cadre, un autre moyen leur permettant quand même de pouvoir faire renflouer leur caisse, comme on l'a dit. Donc je crois que c'est là où je dis, c'est vrai, la publicité autour des médicaments, dans les produits pharmaceutiques, on ne voit aucune publicité généralement, pourquoi on le fait avec les médicaments traditionnels, etc. Mais à partir du moment où ça permet en tout cas aux radios de pouvoir renflouer un peu leur caisse, il faudrait que l'État trouve une alternative en lieu et place en tout cas de ces publicités-là, quoi. Alors, monsieur Alexis, qu'est-ce qu'on doit faire pour la publicité des médicaments traditionnels sur la radio, puisque la HAC veut sévir dans ce domaine-là?
Oui, il faut que l'État interdise honnêtement. Mais comme Sissoko le disait, il y a, disons, la HAC qui a sa responsabilité au même titre que l'État. Parce que oui, elle a donné beaucoup d'autorisations d'agrément. On a un environnement connu, maîtrisé. Moi, je doute qu'il y ait de la place pour 40 télévisions au Mali, je doute qu'il y ait de la place pour 600 radios, ainsi de suite. Mais alors, pourquoi ne pas mettre des règles, obliger les gens à les respecter? Maintenant, les radios défaillantes prennent l'agrément puisque ce n'est pas donné ad vitam aeternam, retirer et octroyer plutôt que de toujours en train de donner d'autres agréments. Mais en tout état de cause, elle ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes pour accuser ou pour jeter la faute sur d'autres. Alors, c'est sur ces notes que nous refermons notre débat. Merci de nous avoir suivis. Sachez que nos invités étaient M. Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, et M. Youssouf Sissoko, également journaliste et directeur de publication du journal Alternance. Merci de nous avoir suivis. Restez à notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre édition. Que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.